precisely it. We live time backwards. We live time backwards. Or to be more precise, our subjective category of time experience. Our subjective category of time experience. In the catching sense of the term. The way we record our experience. Bonsoir et bienvenue sur Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Avec ce soir nos deux consultants, je dirais maintenant habituels, le grand maître international et membre de l'équipe de France, Éloi Relange. Bonsoir Éloi. Bonsoir Stéphane. Et le maître international et écrivain de renom, Nicolas Giffard. Bonsoir Stéphane. Alors Nicolas, cette semaine, l'actualité internationale, c'est la fin du match Anand-Karpov à Léon en Espagne. Eh oui, un vrai désastre pour Karpov qui se fait étrier 5-1. Les ordinateurs lui réussissent pas. On va bien voir tout à l'heure la partie qu'il a jouée et qu'il a perdue. Je crois que c'est la 4e du match. Et il n'a pas l'air du tout à l'aise dans ce genre de compétition. Alors moi j'ai regardé, puisque j'étais pas la semaine dernière sur le plateau, j'ai regardé l'émission la semaine dernière et tu disais que les ordinateurs ont comme intérêt un correcteur d'orthographe pour un écrivain. C'est en gros ce que tu disais. Oui, c'est-à-dire qu'il ne donne aucune idée, mais il corrige les choses comme ça au premier plan. Pour le court terme, ils sont très très bons, mais ils n'ont évidemment aucune idée à long terme. Et le joueur ne peut pas trouver un plan grâce à l'ordinateur. Il peut simplement trouver des bons coups dans la bataille de rue, je dirais, dans le court terme. Alors on va y revenir évidemment, puisque ça va être le thème de notre partie du jour, la 3e partie, Éloi, du match Karpov-Anand, qu'on a choisi comme étant la plus spectaculaire, puisqu'elle se termine au 35e coup, je crois. Oui, effectivement, les autres parties, ça a donné lieu un peu à des marathons. Bon, alors j'ai quelques remarques à faire sur ce match. Peut-être on va y revenir, Éloi. Ouais. Je voudrais terminer quand même pour présenter notre émission vraiment exceptionnelle aujourd'hui. C'est la première fois que l'émission est disponible maintenant sur le site The Week in Chess, comme vous avez pu le noter sur l'émission. Donc on va saluer, Éloi, nos amis anglais. So good night to our English friends, chess friends. This night is the first time Diagonal Broadcast is on the Week in Chess website. Donc voilà pour nos amis un petit peu anglais. J'espère que mon anglais, I hope my English is a little bit correct. Je voudrais dire aussi, donc aujourd'hui dans l'émission, on va avoir 3 interviews en fait, et non pas 2 comme annoncé. On va effectivement avoir Mark Grover, le fondateur de Week in Chess, ce qui est très intéressant puisqu'il est très connu maintenant sur Internet. Éloi, peut-être tu peux en parler un peu. Ça fait longtemps, toi tu suis Week in Chess, qui est vraiment un site pour les professionnels. Oui, moi, en fait, je me suis abonné à Internet pour The Week in Chess. C'était pas pour une autre raison, simplement pour pouvoir télécharger chaque semaine toutes les parties d'actualité, toutes les parties récentes. Et donc, en fait, c'est ce qui a contribué énormément à développer Internet dans la communauté des joueurs d'échecs. C'est ce site-là avec tous les téléchargements de parties et toute l'information que ça implique. Et toi aussi, Nicolas? Oui, je dois dire que l'information dans le Week in Chess est très bien faite parce qu'elle est très bien sélectionnée. Ce sont vraiment les choses les plus importantes qui sont développées. Et il ne part pas son temps à des détails dans des tournois subalternes. Vraiment, c'est l'information la plus importante du monde des échecs qui est traitée très sérieusement, avec une grande rigueur, et j'apprécie. Justement, on va voir donc l'avis de son rédacteur, Mark Grover, dans très peu de temps. Ensuite, deuxième interview à 21h30 environ, l'interview du numéro 2 mondial, Viswanathan Anand, qui donc vient de battre Karpov à Léon en Espagne. Et qui prépare son match contre Kasparov prévu en octobre. Et donc la surprise, donc on verra évidemment, on va commenter cette interview de Viswanathan Anand, la surprise d'aujourd'hui qui nous arrive juste avant l'émission, Éloi, on a eu un petit coup de fil. Un petit coup de fil donc d'Alexei Shirov, numéro 4 mondial, qui donc demandait à intervenir en fait sur cette émission avec Viswanathan Anand. Donc après l'interview d'Anand, interview du numéro 4 mondial Alexei Shirov qui devait lui-même faire un match contre Kasparov qui a été annulé ou reporté et qui se transforme en un match contre Anand. Alors peut-être, et c'est pour ça qu'Alexei a voulu donner son avis peut-être aujourd'hui et subir aussi disons, le feu peut-être de nos questions. Donc voilà, donc 3 interviews, Mark Grover,
Viswanathan Anand et Alexei Shirov dans la même émission. Restez avec nous, ça risque d'être très intéressant. Voilà, donc pour le programme de ce jour. Donc avant qu'on reçoive cette première interview de Mark Rover, Éloi, peut-être on va revenir sur ce match Karpov-Anand. Tu avais donc des remarques. J'avais des remarques, oui. Alors la première étant la facilité, en fait, je dirais apparente, avec laquelle Anand a gagné toutes les parties. On a vraiment l'impression que l'écart de niveau entre les deux joueurs était énorme. Donc ce qui amène en fait la deuxième remarque, c'est que mon analyse de ce match, c'est simplement que Anand a appris à utiliser l'ordinateur et Karpov n'a pas réussi à s'adapter donc au progrès technologique. À mon avis, donc c'est exactement ça. Anand a bénéficié vraiment d'une aide qui l'a propulsé à un niveau de jeu plus élevé, alors que Karpov a plutôt bénéficié d'une gêne, je dirais. Il a consulté l'ordinateur sans trop savoir ce qu'il recherchait dedans. Ça a plutôt contribué à le déconcentrer qu'à lui faire des belles productions. Ça expliquerait peut-être l'écart vraiment énorme de ce match. Oui, le Alors, score. Il faut quand même signaler que ce ne sont pas des parties officielles. Ce ne sont pas des parties qui vont être comptées pour le classement mondial, puisque c'est un match entre guillemets exhibition, hein, puisque évidemment on ne joue pas avec un ordinateur dans les tournois officiels. Est-ce que c'est ton analyse aussi, Nicolas? Moi, je voudrais avoir la confirmation et une rumeur que j'ai entendue laisser entendre que Karpov avait appris seulement une semaine avant à se servir du logiciel ChessBase et donc de gérer les banques de données. Je ne sais pas si vous avez cette information. Je ne l'ai pas eu, mais Non, moi non plus, mais ça me surprend quand même. Parce que je sais qu'il utilisait un logiciel fait par les Russes, par Beliavsky et d'autres. Chess Assistant, c'est ça? Voilà. Oui, d'accord. Et il n'était peut-être pas familiarisé avec ce qu'on lui proposait là, avec un nouveau logiciel, avec ChessBase en l'occurrence. Et effectivement, les réflexes n'étant pas là, comme la partie est limitée à 1 heure de réflexion par joueur, il y a eu un problème de temps qui a dû se poser. Et alors, et j'imagine qu'il a dû être très perturbé par ça. La question qui se pose dans ce cas-là, et je pense qu'elle a déjà été posée, c'est Karpov n'étant pas, disons, au top pour jouer avec ce matériel-là, ce logiciel-là, est-ce qu'il a eu raison d'accepter ce match? Mais Karpov, vous l'avez remarqué comme moi, accepte un peu toutes les propositions qu'on lui fait dès l'instant qu'elles doivent être assez bien rémunérées. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur lui, mais si on regarde sa carrière, si on regarde la façon dont il gère son temps, il accepte tout. On le voit passer dans un tournoi, par exemple, faire reporter une partie pour foncer, faire 1 millier de kilomètres en avion et revenir au même tournoi le lendemain. Ça, on l'a Il vu, est coutumier du fait. Donc, pour lui, une proposition est la bienvenue, quelles que soient un peu les circonstances sportives. Bon, les parties ne comptent pas pour le vélo, vous l'avez dit. C'est pas non plus très grave pour sa carrière s'il perd ce match. Mais c'est assez symptomatique de sa façon de gérer son temps et son argent, en l'occurrence. Tu penses aussi, Éloi? Oui, c'est vrai que Karpov a un peu cette mentalité-là, contrairement évidemment à Garry Kasparov, qui lui calcule chacune de ses sorties, un peu pour faire monter la sauce peut-être, mais en tout cas on le voit clairement moins souvent que Karpov, et à chaque fois qu'on le voit c'est pour des matchs sérieux, et pas pour des... enfin, Kasparov ne vient pas faire fanfare, disons. Oui, il réserve ses prestations pour des choses pour lesquelles il a envie de s'investir, disons, à fond, et donc il n'accepte pas tout. Oui, oui. D'accord. Donc, on va commencer peut-être à essayer de voir un petit peu la première partie du jour. Alors, avant de démarrer, on va peut-être la présenter. Il s'agit de la... Alors, voilà, bon, premier coup de fil. Je pense que ça doit être Mark Rover, donc je vais essayer de... Je vais le prendre. Oui, allô? Oui. T'es prêt? Oui. Ok, je te le passe. Hein. Hi? Hello? Allô? Hello. Hello, Mark? Hello. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, okay. Good night, Mark. We are very happy to receive you on the Diagonal TV broadcast, the Twig TV now. I'm glad to hear from you. Yeah, okay. So what we would like to know now for an interview for you, it's of course the history of Weekend Chess, because you are the man who developed that great website. Now it is the website most known over the world. So we would like to know a little bit the history of this website, when you decided to create it and how it developed. Well, I started off being interested in chess as a sport, and in fact, I collected chess information a long time before I actually started the website. I used to work at Bradford University, and the university library received newspapers from throughout the world. I became very frustrated with the amount of coverage that chess had. So I used to go to the library and get Yugoslav magazines and Greek magazines and get games that you wouldn't see at all, or you would see very late.
And then during the Fischer-Spassky match, the second match in 1992, Yes. I heard that you could get the games on the internet, and I didn't know what it was. A friend of mine was getting the game scores live, and I thought that would be a good place to start. So look. So we go to introduce you a little bit before to continue. Oui, alors donc pour Mark Krauser, les échecs ont toujours été un sport apparemment. Et il a toujours adoré collectionner toutes les nouvelles échiquiennes, en général bien avant que l'Internet n'existe. Il cherchait des journaux yougoslaves, il cherchait des tas et des tas d'informations sur les échecs. Et en fait, simplement par hasard, je dirais à l'occasion du match Fischer-Spassky, il a découvert que les parties étaient en 92. Le match de 92, pas le le rematch. 72. Le rematch. Ouais. Le match revanche, et il a découvert que les parties étaient diffusées en direct sur Internet. C'est à partir de là qu'il a commencé à se pencher un peu sur la question, qu'est-ce que c'est Internet, quels sont les intérêts que ça apporte, et à partir de là, il a décidé de fournir des nouvelles pour tous les joueurs d'échecs. Okay, so Mark, you started in 92. Yes, So, well, I got on the internet in '93. Eventually, it took me quite a while to actually understand what was going on, and then when I understood how to post things, I started taking some of my newspaper articles and posting them on the internet, and from that point, I got a reputation for being pretty good with the news on the internet. And in fact, later in the year, I got invited as a pressman to the Short versus Kasparov match in London. But it wasn't until the following year that I actually started the magazine. And in fact, ironically, that was supposed to make life easier and less, yeah, and okay. it take less time to actually post things to the internet. But it didn't work out that way at all. So we're going to introduce a little bit. J'ai pas tout compris, voilà. Oui, alors tout à fait, c'était un peu difficile à comprendre. Donc la seule chose que j'ai réussi à capter de cette morceau de conversation, c'est qu'il a été invité au match Kasparov-Short à Londres. Voilà, c'est ça, à Londres. À ce match de presse. C'était en 93, donc effectivement. En 93. Ouais. Et là, en fait, c'est à partir de là qu'il a commencé. Qu'il a vraiment commencé à éditer The Weekend Chess. And so after that date, so after 93, when you saw that match Kasparov Short, Yeah. you started Weekend Chess first. It was Weekend Chess. I started the Week in Chess in about September '94. As I say, to simplify things, I was posting things every day, and I thought, I'll just do it at the weekend. But it didn't make life simpler for me because journalists then started sending me lots and lots of games. And I actually had far more events to report than I ever had before I started the magazine. And it just developed from there. A man called Angelo Andjeverden from Holland, he gave me a program which allowed me to process the games and put ELO ratings in, and also normalize the naming of the players. And that helped a lot towards making the magazine much more professional than it was before. Ok, Éloi, donc peut-être Oui, tu... alors, donc en fait, au début, quand il a commencé, il ne réalisait pas tout le travail que ça allait être. Il pensait pouvoir ne le faire que le week-end. Mais alors la masse d'informations étant tellement énorme, ça arrivait de tous les jours. Il a donc été obligé de se mettre pratiquement à plein temps, je dirais, et donc mettre son site à jour de plus en plus souvent. Et de s'équiper donc. Et il a également été obligé de s'équiper dans la mesure où les parties arrivaient dans des formats différents, arrivaient avec des en-têtes différents, tout un tas de problèmes de compatibilité. Et donc il a réussi à obtenir un programme qui lui permet de normaliser tout ça et de faire un fichier type, donc bien propre, bien clean, ce qui a donc contribué en fait à la notoriété du site. Ça c'est une remarque personnelle. Et peut-être aussi au format PGN. Oui, c'était le format PGN. Ouais. Oui. Perhaps so you contributed to the PGN standard, PGN standard of the game because of your work, of trying to. I wouldn't say that. I just adopted the PGN standard, and I suppose that helped get it off the ground. There were lots of PGN games before that, and I actually had to be persuaded to use it. But once I did, I think You most contributed people started to use let it most known. Perhaps you contributed to putting so much games on that format. You contributed to let that format be known all over the world. I think I did. I mean, Stephen J. Edwards actually wrote the format, and he was the one that was trying to promote it. But I think that when I decided to use it, people saw more clearly the sense in actually using the format. Ok, donc on parlait du format PGN un petit peu, Éloi. Oui, vous parliez du format PGN, donc c'est pas. Il a cité un nom que j'arrive pas à comprendre, donc je peux malheureusement pas dire de qui il s'agit.
Mais en fait, globalement, il est assez d'accord sur le fait que, enfin, un site qui regroupe toutes les parties au format PGN contribue clairement à faire à connaître crédibiliser ce standard en tout Tout cas. à fait. So after that date, you continue to develop it, and you had perhaps some contacts and to make the partnership you have now. Well, after a while, it became quite obvious that I couldn't continue to do the magazine and work at Bradford University without without something giving, really, because I was spending all my weekends doing it. So I looked around for a sponsor, and first I had a sponsor with Yasser Sarouan for a year, and when that fell through, I looked for another sponsor, and I had a lot of approaches from different people, but Malcolm's was by far the best offer in the end. Yes, okay. Donc- Oui, donc en fait, ce qu'il dit, c'est qu'étant étudiant, il ne pouvait pas comment dire, faire deux choses à la fois, c'est-à-dire aller en cours Mhm. et éditer The Week in Chess. Donc il a eu un problème immédiat qui s'est posé. Donc il a décidé plus ou moins d'arrêter ses études dès qu'il a trouvé un sponsor. Oui. Donc pour les 3 premières années. Ensuite, apparemment, il a eu le The Chess Center, je pense. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a eu plusieurs Sarah Wan possibilités. d'abord. Voilà, Serawan d'abord, et ensuite donc plusieurs possibilités. Et en fait, celle de Week in Chess, donc de Malcolm Payne, a été, il a jugé que c'était la meilleure. Okay, so this is now, and we are going now in the history to the recent dates. So now you are with the with the Chess Center. Yeah. For how much time? We've been working together since December of the year before last, so it's a year and a half, just over a year and a half now. It seems to be going very well, and we're now looking to change things. The internet, in the past, I've always been discussing with people, not just with Malcolm, but before then, what improvements we could make. But the technology and people's computers didn't really allow us to exploit that to the full. Now everything's catching up, and the possibilities that would have been discussed for 3 or 4 years are actually becoming, I think, clearly possible. So there will be vast improvements in the presentation, and initiatives like this are especially important as well. A few years ago, I don't think many people could pick up broadcasts like this, but now it's becoming far more widespread. Okay. C'est de plus en plus difficile C'est à, difficile. à- Donc à il a parlé comprendre. de l'avenir en fait, du développement du site, des diverses possibilités maintenant qui s'offrent, donc qui vont s'ouvrir donc de présentation de sites, de formats, etc. Et que donc ils sont en train de réfléchir maintenant pour changer un petit peu les choses et adapter maintenant The Week in Chess aux nouvelles technologies. Oui. Et essayer de lui donner un aspect encore plus attrayant, encore plus agréable. Et oui, et ce qu'il a dit en début de phrase, c'était que tout va bien avec The Chess Center. Oui. Et ça fait 1 an et demi qu'ils travaillent ensemble et tout se passe pour le mieux actuellement. And so now the last partnership you have now it's with Diagonal Broadcast. Yes. When we are now, so what do you think of that type of partnership? I'm looking forward to seeing how it develops. Really, I mean, obviously, now you can actually see people on the internet and hear people on the internet. That gives a much greater opportunity to do different things. And as I say, chess is a sport which is not covered very well in the mainstream media. So you have to arrange for that on the internet, and that's the place where it's going to happen, I think. Yeah. So you think it's with a broadcast like Twig TV now, you will cover all the aspects of chess sport? Well, it allows you to do things like actually hear people and maybe actually see people, which obviously you can't do with the written word. Whereas with other sports, obviously they get covered on real TV, and so enthusiasts don't get to see, their chess enthusiasts don't get to see their heroes on real TV very often at all. Whereas the internet now is making that possible at a price which means that enthusiasts can arrange for that to happen. Okay, we're going to introduce it. Oui, donc apparemment, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui se présentent pour développer The Week in Chess. Et donc, lui, apparemment, est un gros fan du jeu, puisqu'il considère vraiment les échecs comme un sport, et il pense que ça nécessite beaucoup de développement. Donc, apparemment, Twig TV, ça lui apporte une solution satisfaisante, en tout cas pour le présent.
Et il regrette un peu qu'il n'y ait pas d'émission échiquienne à la télé conventionnelle en tout cas. Oui, voilà, il compare que les autres sports le sont, mais effectivement, il regrette que ça ne soit pas, mais il trouve effectivement qu'avec l'Internet, on peut le faire maintenant. Et donc, c'est effectivement l'opportunité qu'il faut saisir pour évidemment médiatiser le sport échec. So, thank you, Mark. Perhaps, Nicolas, you have a question for him. Alors, I think, hello, I am Nicolas Giffard. I think you had a very bad luck in coming with the tweak in a very bad period for chess. At what period would you have preferred to come with the tweak in the history of chess? Maybe in the 50s with Botvinnik, or it That's would an have been. interesting question. I mean, although you can look back and say, the 50s were fantastic. I mean, there were some tremendous tournaments. There weren't that many of them. They were huge when they happened, but we get to see them all in one go. But they've already happened. Things are maybe not so great this year, but I can tell you, in looking back in doing the Twix CD, there were periods where you would have 2 Super GM tournaments of Category 19 in the same week, and there was a period where you were having Super Grandmaster tournaments almost every week. But Now- don't you regret the World Championship? Sorry? Don't you regret the World Championship? Well, we've had a few of those in the time I have been doing Twix. Of course, I regret the situation now, but we have our events to compensate for that, and the top players certainly meet far more frequently now than they ever have done. I mean, you only have to think about Bobby Fischer. He played Botvinnik once. He played Spassky a handful of times before his match. This wouldn't be permitted to happen these days. okay, we're going to introduce that last question. D'accord, donc la question de Nicolas était la suivante, c'est-à-dire est-ce qu'il ne regrette pas de ne pas avoir pu commencer The Week in Chess dans les années 50 par exemple, Oui, une meilleure période. Une meilleure une meilleure période échiquienne, ouais. avec les temps troublés qui règnent aujourd'hui. Donc la réponse a été très simple, c'est qu'avant il n'y avait pas suffisamment d'informations pour pouvoir lancer The Week in Chess. Ouais. Il y avait moins de tournois aussi. Il y avait des tournois de très bonne qualité, mais beaucoup moins souvent. Ouais. Donc après, il a parlé donc des Twix CD, mais alors là, j'ai pas réussi à tout cerner. Et donc sa remarque, c'est que sur les échecs actuels, il y a des tournois de grands maîtres tous les jours. Donc ça se prête vraiment bien à la montée d'informations. En fait, requiert pratiquement l'Internet, et l'Internet permet de diffuser toute cette information, ce qui est donc une bonne chose. Et sinon, en tant qu'admirateur du jeu d'échecs, en tout cas, il regrette beaucoup la situation présente au niveau des matchs de championnat du monde et la façon Oui. dont ça se passe. Okay, so thank you very much, Mark, Okay, for thank that you very interview. much. Look forward to hearing from you again, and hope everybody enjoyed the broadcast. Okay, thank you very much. Goodbye. Bye bye. Bye-bye. Voilà, donc pour cette interview de Mark Crover, en tout cas, il a l'air très enthousiaste. Hein. Oui, très sympathique. Très sympathique, très enthousiaste, et il aime beaucoup le jeu d'échecs, c'est clair, et il y met toute son énergie. Donc pas par hasard si The Week in Chess a le succès qu'on lui connaît. Oui, tout à fait. Voilà, donc en attendant notre seconde interview maintenant, après ce premier passage donc, de Mark Crover, donc Éloi, on va peut-être démarrer, essayer de voir un petit peu cette partie. Alors on a décidé aujourd'hui pour cette partie, troisième partie du match, Karpov-Anand, de passer sur les positions les plus, les plus intéressantes, parce que difficile de commenter chaque coup, on sait qu'il y a un ordinateur derrière aussi. Oui, Alors, tout à fait. Essayez de deviner un peu ce qui s'est passé dans la tête des joueurs. Donc ici, oui, la démarche est complètement différente puisque c'est émission exceptionnelle, donc principe exceptionnel. La partie ne peut pas être commentée de bout en bout, on n'a pas le temps matériel pour le faire. Donc j'ai sélectionné en fait 4 positions que j'ai estimées critiques et donc je vais vous les proposer successivement. Comme ça, les coupures avec les prochaines interviews n'interviendront pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une partie, c'est 4 positions intéressantes qui viennent de la même partie. Et de la troisième partie. Alors je vous rappelle que vous pouvez suivre la partie avec nous à la fois effectivement sur l'écran vidéo. Vous pouvez télécharger le fichier PGN aussi qui est disponible dans le texte d'accueil et aussi le voir cette partie directement sur un applet Java en cliquant sur le petit bouton où il y a écrit jouer. Vous rentrez sur un petit échiquier en Java avec des boutons. Vous pouvez aller sur les numéros des coups qu'on va vous annoncer pour voir la partie sur un logiciel donc Java sur votre page de navigateur. Voilà pour ces explications. Alors Éloi, Oui, alors donc la première position, donc l'ouverture a été une défense Nimzo indienne, tu me corrigeras peut-être Nicolas. West indienne. Ouest indienne, voilà, avec toutes ces ouvertures indiennes, on s'y trompe un peu. Donc la première position que je vous propose de regarder, c'est la position après le 7e coup des noirs, petit roc. Donc on va mettre la position sur l'écran, sur la plate vous pouvez la mettre également. Donc voilà, les noirs viennent de jouer petit roc au 7e coup.
Donc septième ici, coup, voilà, on va rappeler septième coup. Donc positionner, si vous regardez cette partie avec votre logiciel, la partie au septième coup avec les boutons pour avancer dans la partie. donc là, un petit bilan sur cette position. Les blancs ont un duo de pions avec 2 pions en C4 et D4 qui contrôlent donc toujours énormément de cases, les 4 cases que je viens de mentionner ici. Donc les blancs en fait ont gagné la bataille du centre, on va dire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont les noirs en compensation? Ils ont achevé rapidement leur développement, ils ont fini de roquer, ils ont sorti leurs 2 fous et le cavalier. Donc là, ils ont fini rapidement. Maintenant, donc Karpov ici a un choix, le coup normal étant fou G2. Moi, je ne connaissais personnellement que ce coup-là. Et là, il va jouer un coup qui m'a surpris un petit peu, de premier abord, assez violent. Peut-être Éloi, fou G2, tu peux montrer de quel coup il s'agit? Il s'agit donc du fou F1 qui est en jaune ici, qui va sur la case G2, donc prenant toute la diagonale ici, la diagonale G2 à 8, donc une grande diagonale, disons la plus grande diagonale, en tout cas sur case blanche, de l'échiquier. Fou G2 était le coup principal et Karpov a joué un coup un peu atypique, je dirais, mais très logique. Il a joué 8 E4, donc renforçant son contrôle central encore plus. Donc position critique à ce moment-là. Est-ce que tu penses que c'est Karpov qui choisit ça ou c'est l'ordinateur, hein? Ça, je pense que c'est Karpov, parce qu'il va y avoir un échange de pièces et une position assez claire, bien dans le style de Karpov, un peu plus tard. Alors, ce qu'on peut dire en fait sur cette partie, j'ai des informations express qui viennent d'arriver, disons. C'est que Karpov donc, a déjà joué 2 fois cette position, une fois du côté blanc, une fois du côté noir. Et pendant la partie, il est resté 15 minutes entières à consulter ses propres analyses. C'est-à-dire qu'il a déjà analysé cette position, il la connaît très très bien, et il a passé 15 minutes, la tête dans l'ordinateur, à essayer de retrouver les variantes, ou en tout cas de réorienter les variantes pour être le plus efficace possible. Donc il a réfléchi très longtemps avant de choisir ça, il a fini par le jouer. Et 15 minutes, c'est beaucoup sur une partie d'1 heure KO, c'est ça, je crois. Oui, c'est vraiment C'est-à-dire une considérable. heure pour un joueur pour finir la partie. Il utilise 15 minutes sur une position qu'il connaît bien. C'est peut-être là qu'il perd la partie aussi. Oui, Karpov est bien connu pour sa mauvaise gestion du temps, ses high notes à répétition qui n'en finissent pas. C'est très très mauvais pour les nerfs. Hein. Une crise de temps, c'est assez difficile à Alors qu'est-ce qui se passer. passe donc ensuite, Éloi, sur cette partie donc après ce coup E4? E4, donc ici Anand a joué D5. Et là, ils ont enchaîné donc, sur toute une série de coups forcés. Donc D5, en fait, l'idée est de contrarier un peu ce centre Donc, et d'empêcher le développement naturel du fou en G2. Vous voyez que maintenant, sur fou G2, le pion C4 sera en prise, puisque attaqué par le fou A6 et le pion D5. Donc là, fou G2 est impossible. Donc ça, en fait, ça provoque Karpov à jouer autre chose. Et là, la structure centrale s'en trouve modifiée. Donc très important. Et puis ça ouvre le jeu avec le roi blanc encore au centre. Donc c'est assez logique. Oui, c'est vrai, un principe, je dirais, presque élémentaire. Quand votre adversaire n'a pas encore roqué, si on peut ouvrir toutes les lignes, ça peut provoquer des attaques éclairs sur le roi. oui, voilà, dans cette position, les noirs ont mis leur roi déjà à l'abri. Et le roi blanc, lui, par contre, n'est pas encore sur le côté, n'a pas fait le petit roc ni le grand roc. Donc il est toujours au centre. Et surtout, il n'est pas prêt de roquer puisqu'il y a encore un fou qui le gêne. Et encore le fou en F1 qui gêne. Exactement. Donc ici, D5 qui semble une bonne réaction, ouverture des lignes en réponse, disons, à un petit retard de développement côté blanc. Donc la séquence continue, C prend D, E prend D, pardon. Oui, et là, il y a interposition, donc coup intermédiaire. Il joue fou prend F1. Je crois qu'on a un deuxième coup de fil, Éloi. Deuxième donc coup on de va fil, revenir bon. après. Allô? Oui. Hi, Vichy. Hello. I'm trying to put. Can you speak? Yes? Okay, we hear you now. You are in direct live in Diagonal broadcast. We're very happy to receive you on that emission. Okay. So you are in Madrid. Mm-hmm. Okay. So could you please give us your opinion about the match you finished in Leon against world champion Anatoly Karpov? Well, obviously the match went very well for me. I had no problems with black, and in fact, the result was more than I could have expected to win all my games with black. And no, I was just very comfortable in the match. I never had any problems, and every time he got to time pressure, I was able to force home the point. Okay, we're going to traduce it. Éloi, please. Oui, donc il est très, très satisfait de ce match, évidemment.
Donc il dit un peu avec une touche d'humour qu'il n'a pas eu de problème avec les noirs. Donc effectivement, il a gagné ses 3 parties avec les couleurs noires. Oui, c'est vrai. Et donc apparemment, il n'a jamais eu de problème de temps. Et dès que Karpov est tombé, disons, en mini Zaynot, il a toujours su en profiter. Donc très satisfait de ce match en tout cas. Okay, Vichy, and do you think that Anatoly Karpov was well prepared to play with the computer for this match? I don't know, but people said that he hardly ever used the computer, at least to execute a lot of variations on the screen. But of course, I was looking at my own screen, so I couldn't tell. But yeah, perhaps he was not prepared to use the computer. Oui, donc la question de Stéphane, c'était est-ce que, donc à votre avis, Karpov s'était-il bien préparé pour jouer avec l'ordinateur? La réponse, en résumé, c'est non. C'est-à-dire que Karpov s'était apparemment pas très bien préparé, n'était pas prêt à utiliser l'ordinateur. Et la preuve en a été qu'il a visualisé très peu de variantes sur son écran d'ordinateur. And so, could you please give us the feeling you had on the match? If there was a lot of public, if the public followed the matches, and what were the analysis of the public, of the journalists over there of this match? Well, the organization, in my opinion, was really superb. They really did an excellent job. The hall was full of spectators, and there were spectators all over in the building, because we played in the town hall, if you like, no, it was fantastic. Izeta and Iescas were very entertaining commentators. I think they spoke as little as possible about chess, which is fantastic when you're trying to get a lot of people interested. And all in all, I had the feeling the spectators really enjoyed themselves. I know many people who left work to come and watch some of the games and so on. So I think it was a big success. Ok, donc Anand nous dit que c'était un très grand succès, il y avait beaucoup de monde et que même des gens ont quitté leur travail exprès pour venir voir le match. Oui, tout à fait. Apparemment, tout a été très très bien organisé. C'était donc dans une grande salle, il y avait des gens, la salle était remplie, il y avait même des spectateurs qui étaient en dehors de la salle. Et également, donc, les commentaires apparemment étaient très très bons, vu qu'ils étaient d'un niveau très accessible. Donc tout a été fait pour que le public se sente bien dans ce tournoi apparemment. Oui, alors we have another question of international master Nicolas Giffard. Hello, Vichy. In what way did you use the computer? What help did the computer have to you? Well, mainly checking variations much faster. I mean, I don't think we came across some really difficult positions where, only the computer could have found something or something like that. Most of the time there were positions that I could have worked out easily by myself, but it might have taken me 10 minutes or 15 minutes, but this thing went really very fast, and that was quite nice. I think more than anything else is in certain tactical positions. It gives you a certain amount of security. I mean, after you leave the computer 1 or 2 minutes that the position is 100% safe, that you're not going to lose a piece or something suddenly. Whereas in a game, you always have to watch out for the moments when, you fall asleep a little bit or you're a little bit distracted or something like that. So basically, it was like having someone next to me saying, yes, okay, everything is correct, go ahead, something like that. And did the computer give you any idea, any strategical idea in this match? No, not very much. For instance, I think in the rook endings, the fourth and sixth games, it was not useful at all because it kept shouting that white was winning, which in fact it was just counting pawns. But I think in the other 4 games it was extremely useful. At least I thought I was able to use it quite a lot. And like I said, in certain positions, if you know that everything is absolutely safe, then you can go ahead and make the move. Whereas otherwise you might want to double check a little bit. Okay, we're going to traduce it. On peut D'accord. noter que Vichy parle aussi vite qu'il joue. Ouais. C'est assez Effectivement. impressionnant. Donc la première question de Nicolas était en fait qu'est-ce qu'apporte l'ordinateur dans ce genre de match? Donc la réponse principale a été que c'était un peu pour avoir quelqu'un à côté qui vérifie et qui donne son aval avant de jouer un coup. C'était un peu une façon de vérifier.
ça évite un peu les baisses de forme habituelles. C'est-à-dire que des fois, on commence à avoir des rêveries un petit peu. Et là, en l'occurrence, l'ordinateur est là pour dire oui, ce coup est tout à fait jouable. C'est-à-dire quand on le laisse 2 minutes, on est sûr qu'il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas de pièces en prise, il n'y a pas de variantes qui perdent de manière forcée. Donc c'est une sorte de vérificateur d'orthographe. Pour en revenir à ça. Et la deuxième question de Nicolas, est-ce que donc l'ordinateur a donné des idées positionnelles? Et là, la réponse a été assez catégoriquement non. Ça, c'est intéressant. C'est qu'Anand donc estime que l'ordinateur ne lui a donné aucune indication, si ce n'est dans le final de tour, qui sont très techniques. Mais les idées venaient de lui et l'ordinateur ne lui servait qu'à éviter les erreurs et à vérifier des variantes. Mais enfin, en remarque personnelle, je pense que l'ordinateur joue très très bien les finales de tour en général, puisqu'il arrive à synthétiser en fait toutes les positions, enfin pour les termes techniques en tout cas. Donc, en fait, ça lui a pas apporté d'idée positionnelle. C'est ça qu'on peut retenir sur cette réponse. Okay, and so Vichy, what do you think now about this type of chess named advanced chess? You are next year it was Kasparov against Topalov, if I remember, and this year it was Anand against Karpov. So there is 4 players in the world who yet played that type of chess. What do you think of the future of this chess? Well, I think what the public really likes is watching, what both players analyze, their thoughts, as it were. Because during during normal games, this is hidden. Even if you have commentators in special events, they can only guess what the players are thinking. Whereas here, you can see exactly, what the players are worried about and everything. And I think this is wonderful for the spectators. I don't think it will become a full-fledged format, but I think it's a wonderful format to have some, spectator-oriented events and, For sure. So show that chess is like an exhibition. exciting sport and that, in fact, there's a lot happening which is not executed at the board. So, no, I think it has a bright future. Like I said, I don't think it will become a fully-fledged format, but I think there should definitely be more of these events. Ok. D'accord, donc la question concernait le futur des échecs avancés, un peu comment ils considéraient cette discipline. Le type de ces matchs avec des ordinateurs pour les aider, est-ce que ça a un futur Oui, alors apparemment l'avantage principal de ce genre de match, donc c'est toujours orienté public, c'est que les joueurs sont en train de déplacer les pièces, enfin les joueurs qui réfléchissent déplacent en même temps les pièces sur l'échiquier, ce qui fait que le public peut voir ce que pensent les grands champions au moment où ils le pensent. Ce qui est donc en fait très intéressant, on voit exactement son cheminement de pensée, on voit quand il avance, quand il repart. Et donc ça, apparemment, ça emballe bien les fans d'échecs, en tout cas. Voilà, donc il pense que c'est un grand futur en tant que spectacle. En tant que show, oui. Et alors qu'en fait, en tant que discipline, disons que c'est pas les échecs, en tout cas, assez clairement. Ok. And so Anand, now another important thing of your actuality. We all know now that you will play a match against Kasparov in October. And you told me that, you don't want to speak about all the dates and so on, but you are very happy to play for a world title against Kasparov. Yes, absolutely. And I think my chances are much better than they were in '95. I think I've improved a lot as a player, and it's a very nice challenge for me. And you yet played the Kasparov in, I don't remember exactly the date, it was in '95, I think, huh? 95 in New York. Yes. And so what do you think you will do this time to beat him? Well, I don't think I should list exactly every novelty I've prepared, but hopefully, I will be able to, be stable for the whole event and keep fighting. In New York, I played very well in the first half, and then somehow fell apart. But I think in general, I've matured as a player, and I'm more comfortable in all facets of the game now. So I think that might show. Okay, but you think you will win? Okay, thank you. Ok, donc. Alors donc, il pense que ses chances sont bien meilleures que dans le premier match, parce qu'il a beaucoup progressé, il est devenu plus mûr, apparemment. Et son objectif dans ce match, ça va être de rester sur le même niveau sur tout le match. On se rappelle donc en 95 qu'il s'était écroulé complètement sur la deuxième moitié du match. Maintenant, il pense que ça n'arrivera plus. Donc en tout cas, il est assez confiant, il pense avoir des chances de gagner. Enfin, ça me paraît clair. We have another question of Nicolas Giffard.
Does your choice mean that you don't trust FIDE anymore? No, it has nothing to do with FIDE. I think the offer was very attractive, and like I said, it was a very interesting challenge, and I decided to take it. It has nothing to do with any negative feelings towards FIDE or anything like that. But you don't go to Vegas. Well, I don't think I can play both anyway. I think you have to concentrate all your efforts on one event. So. Oui, donc la question de Nicolas était est-ce qu'il dénigre un peu la FIDE par ce choix de jouer contre Kasparov? Et la réponse est définitivement négative. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas joué ce match contre la FIDE, il a simplement joué ce match pour le challenge que ça représente d'affronter un joueur donc du calibre de Garry Kasparov. Et donc il a aussi dit donc, pour le championnat du monde de Las Vegas qu'il ne va pas y aller puisqu'il va se concentrer sur le match de Kasparov, qu'il estime qu'il ne peut pas se permettre de faire les deux événements aussi rapprochés que c'est pas réaliste. Je crois que c'est ça. Hein. C'est à peu près ça. Okay, so would you like to add something about your performance in Leon or about your next match against Kasparov, perhaps? No, I think we have pretty much covered everything. Okay, thank you very much for the interview in Diagonal. I hope we will have others, and I wish you the best results for the next months. Okay, thanks very much. Bye-bye. Bye-bye. Donc voilà, donc cette interview avec Viswanathan Anand, donc il ne veut pas trop s'étendre hein, donc, sur le prochain championnat du monde qui va jouer contre Kasparov. Oui, c'est normal, chaque joueur prépare ses techniques et n'a pas envie de dévoiler la façon dont il s'est préparé. On se rappelle de Rocky qui vient pour boxer en fausse patte, c'est bien gardé de l'annoncer avant. Et là, c'est un peu le même genre de choses, il n'annonce pas sur quel terrain il va jouer, il ne parle pas de ses ouvertures ni de ses nouveautés, ce qui est tout à fait normal. Il veut ça va peut-être être un nouvel Anand qui va jouer contre Kasparov, peut-être plus mûr, plus réfléchi, peut-être avec plus d'expérience, plus de nouveautés tout simplement également. Donc il ne veut pas en tout cas, il veut pas se dévoiler, ce qui me paraît... Et toi Nicolas, ton analyse? Mon analyse, c'est qu'il gère sa carrière au jour le jour apparemment. Il accepte cette offre de Kasparov parce qu'elle est bienvenue, c'est une bonne offre. Oui, il ne rejette pas pour autant la FIDE, voilà, oui. Donc il reste opportuniste. Oui, mais est-ce que la FIDE ne va pas le rejeter? Voilà, est-ce que la FIDE ne va pas le rejeter? Je pense qu'il ne craint pas cette punition. Je pense qu'il estime que même si la FIDE le rejette maintenant, elle va le reprendre plus tard, comme elle a fait à Short et Kasparov. Ils ont été mis en pénitence pendant, disons, 6 mois. Oui, il faut dire que Anand joue quand même, est clairement indiscutable deuxième, alors que Short c'était beaucoup plus tendu. Il avait quand même fait un parcours en match des candidats qui était assez difficile, qu'il avait remporté un petit peu sur le fil, on va dire, alors que Anand est bien installé à la deuxième place mondiale. Donc c'est vrai que les sanctions contre le numéro 2 mondial venant de la FIDE ne paraissent pas évidentes. En tout cas, donc, il paraît clair au vu donc, de cette interview qu'il est évident que le match va se faire. Anand a l'air d'être vraiment préparé pour ce match. Donc les choses doivent être bien avancées. Ça veut dire qu'on va, Nicolas, vers ce que tu estimes effectivement, et je pense que je suis un peu de ton avis, comme une catastrophe, c'est-à-dire 2 championnats du monde. Non, le match Kasparov-Anand ne sera pas un championnat du monde. D'ailleurs, il ne l'appelle pas comme ça. Il l'appelle match pour le championnat du monde, mais c'est très vague. Ils savent très bien qu'ils n'ont aucune légitimité. Mais je crois que le titre, c'est quand même Ultimate World Championship, c'est-à-dire le dernier championnat du monde du siècle, en fait. Bon, sachant que le siècle finit en 2001 et non pas en 2000. En fait, ils vont faire un show, ça sera un beau match pour les amateurs d'échecs, mais finalement un match amical. Mais d'après ce que j'ai su, quand même, ce qui suit ce match, c'est l'opportunité de créer un nouveau circuit, encore une fois. Ah bon? Oui, parce qu'il semblerait qu'après ce match, des candidats soient mis en place par les différents sponsors de ce match. Enfin bon, on verra bien. Il faut espérer parce que la période, par exemple 94-95, ont été 2 années magnifiques pour les échecs puisque la PCA était en pleine activité à ce moment-là, a fait 2 circuits magnifiques avec Intel et la FIDE également avait son cycle. Donc les fans d'échecs étaient au paradis. Oui, d'ailleurs, à l'occasion, on avait eu 2 matchs finales des candidats qui étaient donc Kamsky-Anand. Il me semble que c'était les 2 finales des candidats. FIDE et PCA. Absolument. Ce qui était quand même vraiment, c'était 2 joueurs vraiment exceptionnels. Donc Kamsky revient d'ailleurs.
Je Ah oui, pense qu'on ne l'a Kamsky. pas annoncé dans Diagonal, Ah oui, oui, c'est mais vrai. Kamsky va participer Ah à Las oui, Vegas. oui, oui. Pasky va... Ah oui, Kamsky, je dis Pasky, non. Kamsky va participer à Las Vegas après des études donc, de médecine. De médecine qui ont duré donc 3 ans. Voilà, peut-être il arrête ou Alors là, qu'est-ce qui se passe? Enfin bon, on verra Faut bien voir. Kamsky qui était très très prometteur à l'époque, il était Ah oui. dans les 5 premiers meilleurs joueurs du monde. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors peut-être avant notre interview suivante, Éloi, la position suivante que tu voulais nous montrer de ce match Karpov-Anand. oui, alors la position suivante est après le 15e coup des Noirs, qui est donc Dame 6. Donc nous passons rapidement sur la séquence. Voilà, donc vous pouvez Voilà. tout de suite mettre votre échiquier sur la position 15. 15e coup, donc pour les Noirs, le coup Dame en E6. Voilà, vous retrouvez la même position que nous. Donc ici, je vais faire donc, de nouveau un bilan sur cette position. Les Blancs ont 2 pions centraux ici, en D4 et E5. Donc 2 pions bien placés. Ils ont pris une majorité côté Roi Noir. C'est-à-dire que du côté du Roi Noir, il n'y a que 3 pions qui sont devant, alors que les Blancs en ont 4. Donc déjà, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas Je être crois facile. qu'on a donc notre troisième interview qui n'était pas prévue au départ. Oui, allô? Oui. Hi. Hi, Alexei. Can you speak, please? Yeah, unfortunately, I don't hear you very well. Okay, do you hear me now? Yeah. Okay. A little bit better, yeah. So we are very happy to receive you on the Diagonal broadcast for the second time because we had yet an interview on 1st of April. We had just had Vishy Anand at phone before you. We didn't speak about the World Championship. He only spoke about the match against Kasparov, and he spoke also about the match he finished in Leon against Karpov. And Alexei, what do you think about that match named the Ultimate World Championship between Anand and Kasparov? Hello? Uh-huh. So what's the question? Excuse me. Okay, what do you think about that match, Anand-Kasparov, that will be played in October? I think that the chess history is quite clear. That last year there was a candidates match between Kramnik and me. Actually, Anand was invited for that match, and he didn't want to play it. So when he refused to play it, I was invited, and then I won that match. And it was supposed that the winner was to play against Garry Kasparov. Then there was a sponsor's failure in Spain, in Sevilla, but it didn't deprive my right to play him. So I think the right to play the World Championship match still belongs to me. But then there were some people, I don't want now to call the exact names, who decided that since sponsors failed in Spain, then there was no more obligation to hold that match. But it's not true. So if we look from historical point of view, the only solution for the World Championship is the match between Kasparov and me. And Okay, we're going to traduce it, Alexei, in French, because we are this is a French version of the broadcast. Okay, donc. Alors, donc not hear you globalement, at all. Could you just speak more loudly? Yes, I can speak low. Yeah, lower. d'accord. Donc alors traduction. Donc il a rappelé un peu les faits hein, qu'on connaissait plus ou moins. C'est qu'il a joué donc un match des candidats contre Kramnik, le vainqueur devant. Qu'Anand avait refusé. C'est ça. Anand avait voilà. refusé de le jouer. Qu'Anand tout à avait fait. refusé de jouer et lui donc avait joué contre Kramnik ce match et donc gagné le droit de. de rencontrer Kasparov. Ouais. Le match après n'a pas eu lieu. Et donc maintenant, c'est Anand qui reprend la place. Donc après, je n'ai pas tout suivi. Donc il Peut-être dit que Nicolas, oui, Nicolas. Et non, il se sent traité de manière injuste puisqu'il a gagné sa place pour un match contre Kasparov et Kasparov en quelque sorte le trahit. And so now, what you can do to propose to play that match or to propose to do something to play the right you won? Well, actually, I don't know really what I can do because it really looks like I found myself in the game without rules.
that since the exact rules are not made, I mean, I'm not talking about chess game, I'm talking about dirty politic games. And, well, so far I know that if Anand Kasparov match doesn't take place, then there is a sponsor's interest for my match against Kasparov. And for example, today I communicated with people in Catalonia, in Spanish autonomy, and they have fixed the sponsor's money for my match against Kasparov. The problem is that now my match against Kasparov cannot take place because of Kasparov-Anand match. Yes, Okay, but well, I can how much money it was? state once again that Kasparov and Anand match is not, the match between Kasparov and Anand is not legitimate. So is not legitimate. So then, okay, if chess world accepts this, then I think at the end I will play Kasparov. But okay, who knows what will happen? Can you hear me, Alexei? You hear me? Yeah. You said that in Catalonia, people from Catalonia called you, and they had the opportunity to have money for the match. Yeah, exactly. And how much money was it? Well, they told me about the prize fund to 225 million pesetas. It's I think it's something like $1,400,000 for the prize fund. And you know, Kasparov always said that I rejected 1 million prize fund, and which was not true. In fact, the only official offer for the match Kasparov against me was $600,000, and of course that's not enough for World Championship. And this $1,400,000, I think, is a reasonable offer. Okay, maybe it's not as high as the offer for the Kasparov-Anand match, but as Okay, we're going to traduce. the legitimacy as well. So. D'accord. Alors bon, ces traductions, il y a deux questions à traduire. Donc la première était comment un peu réparer l'injustice qui a été commise. Donc là, Alexei est vraiment déçu par la situation. Il trouve que ça ressemble un peu à un combat de rue. Disons, il n'y a plus aucune règle, on ne sait plus du tout ce qui se passe. C'est plus un jeu politique que le jeu d'échecs. Oui, tout à fait. Et qu'au cas où le match donc Anand-Kasparov serait annulé, il a trouvé maintenant un sponsor en Catalogne donc qui proposait d'organiser un match entre lui et Kasparov. Alors maintenant, ce match n'est plus possible puisque Anand a accepté. Donc Kasparov ne peut plus revenir en arrière. Avec 1 million. Alors oui, alors pour parler chiffres, $500 de prix. Pour parler chiffres, apparemment c'est $1,400,000 proposés par les Catalans. Kasparov a toujours déclaré qu'il avait réussi à trouver $1 million alors qu'il n'en avait trouvé que 600 000. C'est pour ça que Alexei avait refusé de jouer. Pour 600 000 $, c'était pas suffisant pour un match de championnat du monde. Et non pas 1 million, donc comme l'avait déclaré Kasparov. Et donc il me semble que la bourse totale pour Kasparov-Anand est de $3 millions. Oui, voilà pour tous les chiffres. And so now, Alexei, Kasparov said that he let you play a match in Prague to compensate the match you don't play against him. Well, this has nothing to do as a compensation. I mean, for example, the compensation I should have got for the cancellation of the match in Seville was $200,000, and in the match in Prague, I'm not going to receive that sum. So, and also I want to say that okay, Kasparov just didn't want to play that match. So I think that one thing has nothing to do with the other, and remember that because of all these matters around my match against Kasparov, I also missed many tournaments. For example, I did not play last year in Tilburg. This year I didn't play in Linares, in Dos Hermanos, and well. Let's say that my match against Polgar is compensation for all those losses, but not for the loss of the match against Kasparov. Oui, alors donc Stéphane, tu parlais à Alexei d'une compensation que lui aurait donné Kasparov, qui était un match à Prague contre Judith Polgar, si mes souvenirs sont bons, oui. Où la bourse était censée être de $200 000 pour compenser. Mais apparemment, donc une fois de plus, Kasparov se serait trompé sur les sommes, puisque c'était pas tant que ça. There is one thing I want to add is that yes? when I was contacted about the match against Polgar, the organizers of that match were not talking about it as a compensation. And in my contract, there is no single word about like compensation or match Kasparov-Anand. So these are two completely separate things. Okay. Oui, donc le match n'était pas présenté comme étant une compensation. Quand il a été contacté, il n'y avait pas du tout mention de ce championnat du monde contre Kasparov. Oui, tout à fait. Il essaie de mettre en lumière, disons,
Un petit peu Les le coulisses, décalage entre le discours de Kasparov et disons que ce qui semble se passer. Oui, oui, tout à fait. Donc apparemment, ce qu'il a dit, c'est que Kasparov n'était pas prêt à jouer le match contre lui. Il n'avait pas envie de jouer ce match. Donc ça, c'est la déclaration que j'ai retenue. Et pour revenir sur la compensation, il a dit qu'avec tous les tournois qu'il a annulés en prévision du match contre Kasparov, ça compense absolument pas de toute façon, quoi qu'il arrive. But perhaps Kasparov is afraid to play you. That's why he doesn't want to play. You said me, I don't remember exactly when, but you said me that you never lost a match, an official match. And perhaps perhaps Kasparov thinks he has more chances to win Anand than to win Chirov. Yeah, Do well, you think this is just a speculation, but of course it's possible that it's true, because I really don't understand why Kasparov, when he had every opportunity to have the match against me and to find sponsors for that match, and he did everything to avoid that match and play Anand. So okay, maybe he's afraid, but I never asked him if he is afraid or not. So okay, this is just speculation, but it may be true. D'accord, donc vu tous les efforts que Kasparov a déployés pour éviter ce match, donc ta proposition, donc le fait que Kasparov ait peur d'Alexei Chirov, Pas ridicule. Supposition. n'est pas tout à fait ridicule, ouais, elle reste quand même à l'état de spéculation. Ce n'est pas une théorie idiote. Hein. Okay, so and Nicolas wants to ask you some question. Will you play in Vegas? Where? In Las Vegas? Will Well, you play? I'm planning to play in Las Vegas because okay, I never said anything against FIDE. So, and also, although I signed the contract with FIDE, but I agreed with them that I can play Las Vegas, but I can also then play the World Championship against Kasparov. They don't mind because they know that I achieved that right to play against Kasparov before the FIDE cycle. So they don't mind about it. Oui, donc D'accord. c'est intéressant, donc, Oui. parce que Chirov dit qu'il va jouer à Las Vegas, qu'il n'a rien contre la FIDE, il n'a jamais rien dit contre, et que la FIDE, dans son cas, ne serait pas contre le fait qu'après il joue contre Kasparov, puisqu'ils savent très bien qu'il avait démarré ses possibilités de match avant que la FIDE décide de dire vous n'avez pas le droit de jouer notre championnat du monde. C'est ça, hein, C'est exactement ce qu'il a dit, oui, tout à fait. Donc, parce que la FIDE donc, empêche les joueurs du championnat du monde de jouer un autre championnat du monde ensuite par contrat. Mais pour Chirov, le cas étant la jurisprudence en fait historique. Okay, I think we talk about all the problem. Do you have something else to add? Or is we spoke yet about all? Well, okay, that's all I can say about match against Kasparov. But if you want to ask me more questions, I'm ready to answer. Yeah, what is your actuality before Las Vegas? Will you play another tournament? Yes, you will play the match against Polgar, I Yeah. suppose. And will you play another tournament or will prepare? No, now my schedule is just the match against Polgar and then Las Vegas. So Okay. I hope to do my best in both events. And what do you think about Kamsky? Kamsky will play in Las Vegas. They announced it. Yeah, well, it's quite interesting decision because, Kamsky left chess world almost 3 years ago, and he stated that he did this because he was fighting in unequal conditions with Kasparov and Karpov. And, well, we can see that since in Las Vegas everybody has equal rights and there is the strongest wins, so Kamsky decided to come back because he stood to his principles. But I don't know what to expect from his participation. I suppose that he's preparing very seriously as he always did, but I think 3 years of absence from chess is quite hard to compensate with hard work for a few months. So it's difficult to consider him as one of the favorites in Las Vegas, but of course he may be a big surprise. Now you think the favorite is you? Well, the main favorites are probably Kramnik, Morozevich, and me. Morozevich, you think? Because these three players are much higher than others in ELO rating. But okay, then there are always players like Topalov, Adams, Ivanchuk. In fact, with this system in Las Vegas, there can be many surprises, and as it already happened in Groningen, sometimes favorites can just lose and get eliminated. But okay, these are the rules of the game there.
Okay, so okay, we will introduce after that. Thank you, Alexei. I don't want to disturb you more. Thank you very much for that interview, and I wish you the best results for the next month. Okay, thank you very much. Bye bye. Bye. Donc Éloi, la dernière Oui. partie, donc il nous parlait Donc de son actualité, c'est le match contre Judith Polgar et Las Vegas, rien d'autre, rien de plus. Il va jouer ces deux matchs-là sérieusement. Donc il y a eu un commentaire sur le retour de Kemsky. Donc il explique son retour comme ça, c'est-à-dire que Kemsky est parti à cause des conditions qui n'étaient pas égales pour tous les joueurs. Kasparov et Karpov avaient trop d'avantages. Le champion du monde, donc, qui conservait son titre, qui attendait le challenger et ainsi de suite. Donc à cause de ces principes, justement, il a décidé de revenir, puisque maintenant le système est beaucoup plus juste. Personne n'arrive avant les autres, ou en tout cas un tour après, mais pas directement final. Donc Kemsky est fidèle à sa logique, en fait. C'est ça qu'il essayait de dire. C'est que maintenant que les chances sont égales, il joue. Et il disait qu'il comprenait mieux maintenant Kamsky, qui se sentait brimé par Kasparov notamment. Oui, par Kasparov et Karpov d'ailleurs à l'époque. Karpov. Oui. Donc Shirov comprend mieux cette attitude maintenant. Donc peut-être est-ce que Shirov va faire des études de médecine? Ah ça m'étonnerait. Je ne crois pas. Et donc ses pronostics pour Las Vegas, donc très intéressant quand même. Pour Kemsky, il pense qu'il va se préparer très très sérieusement pour le championnat, mais que 3 ans d'absence, c'est quand même un peu trop. Donc il ne fait plus partie vraiment des favoris. Et pour lui, les favoris, il y en a 3. C'est Kramnik, lui et Morozevich. Donc ils sont à mon avis également les trois joueurs en forme et ils sont toujours les 3 mêmes, les 3 plus forts joueurs actuellement. Moi je parie sur Shirov. Moi. Et il y a des outsiders aussi quand même qui sont Topalov, Adams, Ivanchuk, et on peut en trouver d'autres, Svidler. Oui, il disait que par le système, évidemment, il peut y avoir des surprises, puisque c'est des matchs à élimination. Oui, notamment dans les premiers tours, il y a seulement 2 parties à jouer. Oui. Alors le moindre accident est fatal. Oui, alors qu'à la fin, c'est 4. Voilà, ça passe à 4 et 6 à la finale. Voilà. Voilà, l'émission se termine. Bon, mais on n'a pas fait beaucoup d'analyses aujourd'hui, Éloi. On n'a pas eu trop eu le temps, Nicolas. C'est pas grave parce que ces 3 interviews étaient très intéressantes. Oui, je crois qu'on Vraiment. on a eu quand même le numéro 2 et le numéro 4 mondial. On a eu Mark Crover au début de l'émission. Bon, c'est une émission échec un petit peu, disons, un petit peu politique, peut-être. Oui, mais c'était très intéressant d'entendre Shirov et Anand parler de l'avenir des échecs notamment. Tout à fait. Donc j'espère qu'on aura comme ça d'autres interviews et de grands joueurs comme ça qui viendront aussi sur le plateau, puisque là, on n'a pas pu les avoir sur le plateau, mais ça viendra sûrement bientôt. Donc je crois qu'on va s'arrêter là, puisqu'on a atteint notre quota de temps. Donc je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Diagonale. Peut-être on finira l'analyse des positions de Éloi. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Envoyez-nous vos suggestions, vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et donc pour une nouvelle émission de Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Au revoir.